Elle regarda l'humain et murmura « S'il te plaît, ramène-moi chez moi ». La coupole au-dessus agissait comme un bouclier contre les radiations, empêchant la lumière blanche intense d'envahir toute la zone. L'éclairage était cliniquement contrôlé et l'absence d'ombre était délibérée. Le sol de la place était en syntérite lisse, avec des lignes de suivi intégrées et des pylônes bas dirigeant le flux piéton autour d'une plateforme de démonstration surélevée. Environ 200 personnes, y compris des commerçants, des amateurs fortunés, et d'autres se tenaient en demi-cercle lâche. Au milieu du groupe d'exécuteurs et des spectateurs ennuyés et blasés qui se contentent d'assister à l'action Merrick Thorne, se tenait derrière le périmètre extérieur près de la colonne, ses étiquettes de danger montrant des signes d'usure. Il était resté sur cette station pendant 6 jours, accomplissant son contrat de redirection des voies de chargement pour les ponts de distribution 6 à 9. Il aurait dû partir hier, mais il est resté non pas par logique, mais à cause d'un visage qu'il ne pouvait pas oublier. Merrick avait 32 ans, était trapu et portait une veste utilitaire fournie par la Fédération qui avait connu des jours meilleurs. Il avait auparavant travaillé comme spécialiste en logistique militaire. Il n'a jamais été témoin de combats sur les lignes de front, mais il a vu des barricades pleines de civils, des évacuations ratées, des directives de commandement qui traitaient les gens comme du matériel mal placé, et il a été traduit en cour martiale pour avoir refusé de quitter un dôme mourant avant que les enfants ne soient sortis. Maintenant, il prend des emplois à faible risque dans les systèmes extérieurs, acheminant des cargaisons, optimisant les charges des quais, résolvant les conflits de circulation, restant discret et utile. Il y a 3 jours, dans le sous-marin 47 de Doc, il a vu une femme avec la peau meurtrie, pieds nus et menottée. Sous la pression, elle était tombée juste avant une évan de taille, mais ses yeux restaient ouverts et sa bouche immobile. Elle n'avait pas crié à l'aide et il s'était agenouillé à côté d'elle, avait sorti sa gourde et lui avait offert de l'eau, mais elle avait refusé. Au lieu de cela, elle le fixa intensément dans les yeux, son visage impassible, comptant combien de personnes la reconnaissaient encore comme une personne, une expression qu'il n'oublierait jamais. Maintenant, elle se tenait sur une simple plateforme sans ornement, à 6 pieds au-dessus du sol avec une surface en alliage lisse, un seul poteau vertical et 2 VN étaient enchaînés par des menottes en acier qui dépassèrent de charnières renforcées. Elle adopta une posture de lever les bras comme pour indiquer la force, mais son manque de vêtements la rendait mal à l'aise. Sa fine tunique cérémonielle était déchirée et trempée au niveau du col, et il n'y avait ni sous-vêtements ni chaussures. Le vêtement la collait du cou jusqu'à mi-cuisse, avec des sections déchirées intentionnellement, qui exposaient, plutôt que ne cachaient sa peau, d'une couleur violet lumineux et frais. L'éclairage artificiel au-dessus donnait l'illusion que des tracés argentés couraient sous sa chair. In, qui avait 27 ans et était membre de la caste de la fertilité, avait son corps conçu pour une perfection visuelle, des marqueurs reproductifs élevés et une compatibilité rituelle avec les maisons nobles de 5 systèmes. Son problème était comportemental. Elle ne parlait que si nécessaire et ne répondait pas au protocole de conditionnement à la vitesse de la lumière. Ses veines à peine visibles brillaient, faiblement conçues pour mettre en valeur sa biologie. Ses cheveux épais, bouclés et argent noir étaient emmêlés aux extrémités par négligence. Elle ne criait ni ne pleurait, elle respirait simplement. L-Terry 704, Solari Xénotype classe F, pureté génomique supérieure à 98%, fertilité caste bio-viable, marquée pour échec de conformité, réservée aux transactions non nobles ou à des fins d'affichage punitif. Le marchand se tenait à côté de la plateforme, la voix monotone et mémorisait les détails. Ils ont déterminé que sa résistance à l'entraînement à la conformité de reproduction, qu'ils appelaient latence de résistance au programme, était hérétique pour son espèce. En conséquence, ils l'ont dégradé et l'ont placé ici à des fins de démonstration, comme une leçon sur ce qui arrive au stock défectueux. Les droits d'affichage expireront dans 24 heures et la propriété peut être transférée par réclamation ou demande. C'était une manière légale de dire que tu pouvais la prendre si personne ne faisait d'offre. Merrick serra les dents et changea de position, mais il ne s'approcha pas davantage. Il était confus quant à la raison pour laquelle il n'était pas parti il y a des jours, et il n'avait aucune idée de ce qu'il espérait qu'il se passerait. Tout ce qu'il savait, c'était que personne ne lui avait rien demandé, seulement donné des ordres. Venn tourna la tête à peine scrutant la foule avant de croiser son regard. C'était subtil, mais cela contenait tout le pouvoir.
Même si le public ne l'avait probablement pas remarqué, Méric pouvait clairement entendre sa respiration légèrement s'élever dans sa poitrine et ses lèvres légèrement entr'ouvertes dans un moment d'hésitation avant qu'elle ne parle. « S'il te plaît, ramène-moi chez moi. » Sa voix était à peine audible, brisée et inhabituellement douce. Elle savait qu'elle serait punie pour cela, mais elle l'a dit quand même non pas à la foule, mais à lui. À ce moment-là, son cœur battait, avec une sensation serrée et laide, et il ressentit une montée de pitié plutôt que de colère ou de marchandage. Reconnaissant qu'elle demandait plutôt que de mendier d'offrir ou de marchander, il fit un pas en avant, et quelques têtes se tournèrent pour regarder, mais sa voix resta plate. Sans fléchir, mais il trancha l'air comme une lame de fer. Le marchand cligna des yeux déconcertés. « Monsieur, les offres de transfert doivent être déposées par, dit-elle. » Méric interrompit et la foule se tut. La moitié des gardes tressaillit lorsqu'il se tourna vers le marchand, mais il insista sur le fait qu'il avait l'autorisation d'autoriser l'acquisition d'urgence en vertu de la loi de récupération, plus précisément de la section 9.3 qui concerne les protocoles de reddition volontaire. La marchande murmura sous son souffle en posant la question et Méric répéta « Monsieur le garde le plus proche de… » La plateforme s'approcha du terminal et entra les codes de contournement, faisant siffler les menottes qui s'ouvrirent. Les bras de Weihan tombèrent, mais elle se ressaisit ne criant pas et ne s'effondrant pas. Au lieu de cela, elle se redressa. Méric, qui avait évité de la toucher, s'accroupit et posa une cape thermique et un chiffon propre sur la plateforme à côté de ses pieds. Alors qu'elle baissait les yeux, ses mains tremblaient et il leva les yeux, sa voix basse et calme. « C'est réel, murmura-t-il. » Sans réponse, il recula, lui permettant de faire son choix. Elle prit le manteau et l'enroula autour d'elle avant de descendre de la plateforme. Méric se retourna et marcha avec elle. Aucune alarme ne s'était encore déclenchée, la foule s'était écartée et personne ne les avait défiés. Cependant, la tension flottait dans l'air, comme une électricité statique avant une tempête. Alors qu'ils approchaient du bord de la place, Méric parla sans la regarder. « Il y a une sortie par les quais inférieurs. Nous devrons nous dépêcher une fois que le système aura signalé ton statut. » La voix de Veynes était à peine audible, mais elle savait qu'il viendrait. « Pourquoi m'aides-tu, Méric ?» demanda-t-elle prudemment. « J'étais censé partir hier, mais il a dit que je ne l'avais pas fait. Je suppose que j'attendais de savoir s'il allait parler, alors j'ai continué à marcher avec elle. » La lumière s'éteignit derrière eux et les couloirs au-delà de la place étaient plus sombres et plus silencieux, sans annonce ni musique de fond, juste l'écho de leurs pas contre les vieux carreaux de pharaon. Méric ouvrait la marche, sa main reposant près de sa ceinture, où il gardait une carte multi-accès. Il ne se retournait pas très souvent, mais chaque fois qu'il le faisait, Veynes observait tout en silence. Alors qu'il traversait un couloir de maintenance bordé de conduits d'air cassés et d'unités de déchets inactives, Méric remarqua une lumière vacillante, au bout bourdonnant au-dessus d'un panneau d'accès rouillé. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis la place, mais ses yeux étaient désormais plus vifs et moins vides, alors qu'elle continuait à scruter les portes, les caméras de sécurité et les autres personnes. Elle n'était pas passive, mais plutôt calculée. Au panneau, il glissa la carte dans la porte. Le panneau s'ouvrit avec un clic, révélant un sous-tunnel oublié avec une étroite descente. « Reste basse », avertit-il. Weihan montait en premier, ses mouvements délibérés et raides. Elle agrippa les échelons de l'échelle avec ses doigts, ses poignets visiblement endoloris par la longue période de contrainte. Méric ferma la trappe au-dessus d'eux, et pendant un instant, l'obscurité les engloutit. Puis Méric activa une petite lumière à son poignet. Weihan se protégea brièvement les yeux, cligna des yeux, et ajusta sa peau, capturant la douce lueur qui révélait pour la première fois les traces argentées sous sa surface. Veynes secoua la tête une fois et dit « Non, tu te débrouilles bien ?» Méric demanda « Tu es déjà venu ici ?» d'une voix basse, et Veynes ne répondit pas et ne marqua pas de pause. Le tunnel menait à une voie de maintenance inclinée juste assez haute pour qu'ils puissent se tenir debout, et tous les quelques mètres les lumières s'éteignaient ou clignotaient complètement. L'eau goûtait quelque part au loin et des bruits mécaniques résonnaient. Alors qu'ils se déplaçaient à travers les conduits invisibles, Méric cochait mentalement les jonctions. Il avait étudié les plans de Veltraxis 9 pendant sa mission, mais la plupart des entrepreneurs ignoraient les niveaux inférieurs. Ils n'étaient plus sur les cartes, trop vieux, trop oubliés et parfaits pour s'éclipser. « Où allons-nous » demanda soudainement Veynes, sa voix basse mais ferme. Il jeta un coup d'œil à son hangar C-17,
où elle avait un quai pour cargo et hocha la tête. C'est assez fonctionnel, ça me mène là où j'ai besoin d'aller. Elle ne le questionna pas, mais elle fit quelques pas de plus avant de demander « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il expira lentement, parce que personne d'autre ne le ferait. Personne d'autre ne le ferait, donc ce n'est pas la raison. Il s'arrêta. « Tu m'as regardé » murmura-t-elle. « Il y a 3 jours, tu aurais pu simplement continuer à marcher. » Il se tourna vers elle, sa voix plate, et dit « J'ai déjà continué à marcher. Avant cette fois, je ne l'ai pas fait. » Puis il y eut de nouveau le silence seulement interrompu par le bruit de l'eau qui goutte de quelque part au-dessus d'un train et les vibrations qui résonnent à travers la structure comme un tonnerre lointain. Vane s'approcha de lui se tenant juste hors de portée, mais sans le toucher. « As-tu peur de ce qu'ils te feront ?» Merrick jeta un coup d'œil devant lui puis reprit sa marche. « J'ai déjà perdu tout ce qui comptait une fois. Il y avait une suivant, silencieusement elle. » Et Merrick arrivèrent à une cloison étanche où Merrick inséra un fin outil de sa ceinture dans la plaque de contrôle, tapa un bref code et la porte glissa, révélant un tunnel plus large, orné de systèmes de convoyage abandonnés et de lumières suspendues. L'extrémité du tunnel était scellée, mais une trappe sur le mur de gauche avait été partiellement ouverte il y a longtemps. Alors qu'il continuait à travers le tunnel, la température baissa et de la condensation se forma sur les tuyaux. Veiana passa ses doigts le long de ses bras couverts d'un bandage, tandis qu'il prenait note du fait qu'il devait attendre. « Tu peux le prendre, » dit-il fouillant dans son sac pour trouver un coussin chauffant. Elle hésita, mais il la rassura. « Plus doucement maintenant, tu n'as plus besoin de permission. » Elle tenait le coussin avec précaution, comme s'il pouvait disparaître si elle le serrait trop fort. Ils continuèrent à avancer, et après 10 minutes, ils arrivèrent au couloir de chargement arrière, près du hangar C. Merrick s'arrêta devant le point de contrôle et une caméra de drone suivait le couloir, mais elle était obsolète et balayait lentement. Il a chronométré ses mouvements pour. À son signal, ils entrèrent dans le hangar, un espace bas et silencieux, rempli de conteneurs, oublié de navettes couvertes de poussière, et de son cargo la ligne Aster, garée dans le coin éloigné. Il ne se précipita pas, préférant s'arrêter au pied de la rampe. Il avertit Vane qu'une fois qu'ils auraient décollé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle secoua la tête et hocha la tête, et il lui fit signe d'entrer dans l'écluse de décompression alors qu'elle se fermait. Derrière eux, dans le frégate, il y avait un doux sifflement et l'odeur de métal de vieux café et de graisse thermique. La cabine était propre, mais il n'y avait qu'un seul lit fixé dans un coin. Les couvertures étaient pliées et un évier utilitaire ainsi qu'un casier de rangement étaient fixés au mur arrière. Il n'y avait pas de décoration personnelle, juste des meubles fonctionnels. « As-tu faim ?» demanda-t-il. Vane ne répondit pas, mais elle jeta un coup d'œil vers l'unité alimentaire. Il l'ouvrit en sortit un paquet de repas de grains et de protéines non répliquées. « Tu m'as arrêté sur la place, » dit-elle, sa voix remplie de surprise. « Non, avant que je ne tombe, tu as offert de l'eau, je me souviens. » Merrick s'assit contre la cloison et l'observa calmement alors qu'elle mangeait lentement, pas rapidement, mais comme quelqu'un. Elle avala difficilement. Je ne pensais pas que quelqu'un me voyait encore comme une personne. Au lieu de répondre, il dit « Tu dormiras dans le lit de camp et je resterai ici par terre en gardant les lumières tamisées. Pourquoi as-tu besoin de gagner quoi que ce soit? Tu n'es pas une cargaison et tu n'es pas une propriété. Je ne veux rien de toi, dit-il. Tu t'en sortiras, répondit Vane. Alors que les lumières de la station s'éteignaient pour le cycle nocturne à l'intérieur de la ligne Aster, la première fois en des années, et que Merrick la laissait tranquille, ils ne parlèrent plus cette nuit-là, mais couverture ses poings tremblaient, et Merrick resta éveillé toute la nuit, sentant que ce n'était que le début. Les systèmes du cargo bourdonnèrent régulièrement comme un vent lointain à travers un canyon scellé. La ligne Aster s'est déroulée sans accroc, et nous ne sommes qu'à une demi-journée de Belleville Track 9. Aucune alerte n'a été déclenchée, mais Merrick savait que les systèmes internes de la station étaient intentionnellement lents en raison de la bureaucratie, en particulier dans les nœuds de transit de la zone extérieure. Dès que quelqu'un se rendrait compte pendant quelques jours, peut-être une semaine, il s'était donné un peu de temps avant que quelqu'un ne vienne le chercher, mais il n'avait pas vraiment de plan. Il s'est assis dans le cockpit en lisant les indicateurs de statut qui montraient que le réacteur fonctionnait nominalement, que le carburant était bien au-dessus de la marge et qu'il avait vérifié à nouveau les capteurs externes,
mais ils étaient toujours clairs. Il se laissa aller en arrière, fixant le plafond, les bras croisés sur sa poitrine, son esprit bloqué dans une boucle se demandant ce qui allait se passer ensuite. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire, et il était perdu pendant longtemps. Il avait de l'expérience avec ça, mais il ne l'avait jamais fait pour quelqu'un d'autre auparavant. Vin, pieds nus sur le seuil étroit entre le couloir et le cockpit, se tenait là. La chemise thermique de veine qu'elle portait était maintenant trop grande au niveau des manches et avait remonté l'ourlet, effleurant ses cuisses supérieures. Le tissu était décoloré et recousu 2 fois aux coutures, mais propre. Vin n'avait pas parlé depuis la nuit dernière, mais quand elle l'a enfin fait, sa voix était calme. « Tu ne m'as rien demandé », alors quand elle a enfin parlé, il est devenu perplexe, se demandant d'où je venais, ce qu'il faisait et ce que j'étais. Merrick observa attentivement son expression calme, mais pas sans émotion. Mesurer et contrôler le genre de calme qui nécessite un effort pour être maintenu. J'ai supposé que si tu voulais me dire quelque chose, tu le ferais. Elle hocha la tête et ils commencèrent l'entraînement au 9e cycle de l'évier hormonal standard Solari, de la correction de posture et de l'induction de fertilité. À 12 cycles, j'avais déjà été assigné à une maison mineure où ils m'avaient rejeté prétendant que j'étais trop lente à répondre à leur tonalité de commande trop lente à « Ils m'ont retiré de la rotation principale et m'ont mis dans le pool de démonstration après m'avoir donné 3 chances supplémentaires. Je me suis figé et j'ai arrêté de parler parce qu'il n'y avait pas de raison. Ses mains se sont légèrement crispées et elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle l'a regardé dans les yeux et il a hoché la tête en signe d'accord. Après un moment, elle recula comme si elle ajustait un lourd fardeau. Elle s'approcha de lui mais ne le toucha pas. Elle resta silencieuse. Il répondit « Je ne t'ai pas pris pour quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » À la place, elle se dirigea vers le panneau de contrôle où elle regarda le champ d'étoiles à l'extérieur. Son reflet était faible dans la vitre de la fenêtre et elle observait la scène avec les cheveux détachés et les yeux fixés. Elle n'était ni effrayée ni incertaine, mais elle envisageait de se sacrifier. « J'ai été formée pour le faire. C'est la seule chose que je sais donner à Merrick, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas de ça, » ajouta-t-elle. Vane marqua une pause un instant avant d'expirer. « Que veux-tu » demanda-t-il en se levant. « Je veux que tu manges quand tu as faim, que tu dormes quand tu es fatigué et que tu parles si tu en as envie pas, parce que quelqu'un te le dit. » Elle chercha une sorte de tromperie ou de pitié, mais ne trouva rien. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-elle. Il passa ensuite devant elle dans le couloir en disant « Allez, tu n'as pas encore vu le reste du vaisseau. » Vane continua en disant « Allez, tu n'as pas encore vu le reste du vaisseau. » L'Asterine n'était pas exactement un palais. Juste 2 compartiments, un cockpit et une cabine, un soute à cargaison converti à l'arrière avec une partie servant de stockage, et l'espace de vie avait un banc pliant des rations d'urgence, 2 caisses scellées transformées en étagères, une couverture soigneusement pliée d'un côté, et Vane fit le tour de son environnement. « C'est à toi pour l'instant, à personne d'autre, pas d'équipage, » dit-elle en s'approchant d'une petite tasse en métal sur l'étagère. « Tu vis comme quelqu'un qui s'attend à partir vite, moi aussi. Pourquoi t'es-tu arrêté pour moi ?» demanda-t-il, s'arrêtant parce qu'elle ne mendiait pas. « Enfin, tu n'as pas agi comme quelqu'un qui pensait le mériter, mais je pouvais voir dans tes yeux que tu voulais sortir. Je ne pensais pas que quelqu'un écouterait, mais ils l'ont fait, alors je l'ai fait. » Vane a suivi le mouvement. Son toucher sur son poignet était légèrement hésitant, mais pas automatique ou entraîné. Il ne broncha pas, alors elle le remercia. Avec des yeux fermes, il hocha la tête et la console s'illumina avec un signal entrant codé rebondissant d'un relais dans le secteur 9 de Veltraxis. Merrick traversa la pièce en 2 enjambées, faisant apparaître l'alerte de statut des données de communication. Statut du lot 704, suivi des objets manquants initiés, et il jura entre ses dents. Ils l'ont trouvé, mais elle a remarqué que ce n'est pas la même chose que de nous attraper. Alors elle s'est dirigée vers lui. Sa voix était ferme lorsqu'elle lui a demandé ses intentions. Il la regarda et dit « Je ne t'ai pas pris juste pour t'abandonner quand ça devient difficile. » Elle demanda ce qui allait se passer maintenant qu'ils étaient dans le noir et il répondit « Pas de transpondeur, pas de communication, pas d'atterrissage officiel. Je connais quelques endroits. Une fois qu'ils t'auront assigné un statut de récupération, ce ne seront pas des agents de la loi qui chercheront, mais des équipes de récupération privées, des entrepreneurs de primes, des esclavagistes. » Alors qu'ils se tenaient dans la faible lumière du cockpit, ils regardaient les étoiles tourner autour d'eux.
Cette fois, elle resta à ses côtés non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce que le réseau électrique de l'Asterine était passé en mode silencieux, à faible consommation. L'éclairage d'urgence, juste assez lumineux pour voir les panneaux au-dessus, leur permettait de naviguer. Les doigts de Marx parcouraient rapidement la console, et il avait désactivé le balise et contourné le code du transpondeur, de sorte qu'il n'était plus visible sur la carte. Vin était assise près de la cloison, une jambe repliée sous elle, toujours vêtue de... Bien qu'elle ne posât pas de questions, ni ne paniquât sa posture, avait changé ses épaules, s'était raidie, et ses yeux se dirigeaient plus souvent vers les portes, les bouches d'aération et les points d'évasion. Plutôt que d'avoir peur, elle se préparait. Merrick, qui avait travaillé avec des évacués des cellules résistantes et des équipes brisées, remarqua qu'elle agissait comme quelqu'un qui avait été entraîné à s'attendre à la trahison, quelqu'un qui avait survécu assez longtemps pour cesser d'espérer un sauvetage, mais qui devait encore calculer sa sortie. Il lui donna une petite barre de ration. Silencieusement, elle retira la barre d'eau du thermokinistère avec ses doigts précis. « Tu dors au moins ?» demanda-t-il. Elle mâcha et avala sa voix remplie de réticence avant de répondre « Je le ferai », avant d'ajouter « quand je n'entendrai pas des bottes dans le noir ». Assis par terre le dos contre une caisse de rangement, il s'assit en face d'elle. Elle expliqua que le vaisseau n'avait pas d'armes parce qu'elle n'était pas nécessaire, et elle expliqua qu'elle n'était pas utilisée pour la contrebande ou les opérations. Il lui a posé une question qu'il a prise au dépourvu et elle l'a fixée intensément avant de répondre « Personne ne m'a jamais demandé ce que j'accepterais ». Merrick a répondu « Ça va changer ». Elle a détourné le regard, mais sa respiration est devenue plus contrôlée et lente. « Tu veux savoir quelque chose de bizarre ?» murmura-t-elle. « Quand j'étais dans la cage de démonstration, la pire partie n'était ni le silence ni les yeux. C'était de rester immobile et de savoir que mon corps ne m'appartenait plus. Chaque respiration, chaque mouvement était évalué pour sa valeur. » Merrick hocha la tête et dit « Ce n'est pas étrange, c'est de la déshumanisation. » Après quelques instants, elle se leva, sa posture ne trahissant ni peur ni instinct. Elle s'approcha prudemment de lui, s'arrêtant à 2 pieds de distance. Avec une pause, elle tendit la main, mais il resta immobile. Ses doigts touchèrent légèrement son avant-bras tremblant, et elle traça la cicatrice là, non pas de manière séduisante, mais comme pour vérifier s'il était réellement humain, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Il y a 18 cycles, il y a eu une explosion de cargaison. Elle passa son pouce le long du bord, et tu ne l'as pas guéri. Je l'ai laissé tranquille, parce que je le méritais, ce qui l'a surprise. Tu ne parles pas comme un soldat, dit-elle. Je ne l'étais pas vraiment. Nous nous sommes assis pas trop près mais assez pour que soudainement la lumière calme clignote. Merrick s'est levé et a immédiatement suivi l'alerte, mais il n'y avait aucune transmission. Il murmura quelque chose à propos d'un petit vaisseau de patrouille qui venait de sortir de l'hyperespace et se dirigeait rapidement vers eux, et indiqua un groupe de champs de débris près des anciens anneaux commerciaux. « Pourriez-vous nous y emmener ?» Il a dit que ce serait proche, mais allons-y quand même. Il a entré les nouvelles coordonnées et a activé les propulseurs en voyant l'Asterine tanguer vers le champ extérieur. Le vaisseau de patrouille a légèrement modifié sa trajectoire. Maintenant, ils étaient définitivement sous scan de signature thermique. Vin a demandé s'il serait nécessaire d'éteindre les moteurs une fois que nous aurions atteint le champ, et elle a hoché la tête. Ils entrèrent dans la zone de débris, un cimetière de brocs. Alors que le vaisseau traversait le cluster, Merrick coupa l'alimentation des systèmes principaux et les drones furent éteints. Eric sentit le poids de la mort pendant qu'ils attendaient 20 secondes durant lesquelles la main de Vane effleura légèrement la sienne. Il ne broncha pas et elle murmura « S'ils montent à bord, ne les laisse pas me prendre. Tue-moi d'abord. Je ne demande pas, je te dis non. » Il répéta cette fois plus fermement qu'il n'y avait pas de choix. Il la laisserait partir. Le point disparut et la patrouille dévia. Merrick attendit 1 minute de plus avant de finalement respirer. Encore une fois, elle est partie. Il lui a assuré que tout était clair, mais Veneda restait rigide et son langage corporel trahissait sa peur. Il se tourna vers elle et dit « Tu n'as pas à vivre comme ça. » Elle soutint son regard, s'appuya contre son épaule et se rasseyait cette fois sans demander. Ils partagèrent un silence chaleureux et Merrick resta immobile pendant longtemps, sachant que quelque chose avait changé, pas avec la patrouille, pas avec elle, mais avec la menace. Veyan se tenait seul dans la soute convertie, qui n'était pas grand-chose, juste un banc pliant, un miroir fixé au mur, une caisse douce empilée de couvertures
et un terminal de secours connecté pour elle, alors qu'elle le touchait pour la première fois, non pas parce qu'on lui avait appris, mais parce qu'elle le voulait. L'Asterine dérivait dans un profond silence, à travers l'espace périphérique maintenu ensemble par des années de réparation sur le terrain et les mains méticuleuses de Marx. La tension de la patrouille s'était estompée, mais elle était restée vive en sous-té. Elle n'avait pas demandé d'intimité, mais Merrick avait néanmoins construit la pièce. Maintenant, elle l'utilisait pour la première fois. À genoux à côté d'un bassin fissuré, elle trempa un chiffon et le traîna méticuleusement sur ses bras, se déplaçant lentement et méthodiquement. Sa peau brillait faiblement dans la faible lumière d'une teinte violette avec des reflets argentés. Elle était marquée seulement par de fines cicatrices et de légères marques, résultat de liens trop serrés pendant trop longtemps. Elle se nettoya en silence sans ordre et à l'exception de son reflet dans le miroir. Après avoir terminé, elle plia soigneusement le chiffon et un petit pot en verre reposait à côté de la console. Perché sur le seuil, Eric se pencha et murmura « Ça va !» Elle hocha la tête, sa voix portant une note d'assurance. La porte derrière elle s'ouvrit en sifflant, révélant 3 fleurs sauvages d'une teinte orange pâle qu'elle avait cueillies et mises dans de l'eau filtrée de qualité navale. Cela semblait être une addition inappropriée au cargo, mais elle les avait placées là pour son propre plaisir. « J'ai besoin de passer un appel, » dit-il, s'appuyant contre le mur en attendant. « Je n'ai pas parlé à cette personne depuis des années, et c'est dangereux. Je n'ai plus d'option. » Vin l'observa. « Donc tu ne veux pas leur demander, mais moi je le ferai. » Elle s'approcha et il y eut un silence pendant un moment. Puis elle dit « Je ne fuirai pas. » Il la regarda et il sut alors qu'il quitta la pièce et entra dans le cockpit et le signal fut émis. La fréquence n'était sur aucun canal officiel. Alors il a entré une séquence de contournement et a redirigé à travers un ancien relais de contrebandier. La ligne crépitait puis s'est ouverte et une voix moqueuse d'homme est passée. « Eh bien, Merrick Thorne pensait que tu étais mort, mais tu respires encore. »« Quelle est l'occasion de finalement vendre tes principes ?» dit l'homme. « J'ai besoin d'un endroit où atterrir d'un silence qui n'est pas gratuit. Je n'ai pas demandé gratuitement. J'ai demandé du calme. » Merrick resta silencieux, tandis que la voix renâclait. « D'accord, compris, fertilité, caste, zénotype. » Après un moment d'attente, Merrick entendit une voix plus sérieuse dire « Il y a un dépôt près de l'orbite des débris de la ceinture de dérive qui ne nécessite pas d'enregistrement. Vous êtes seul là-bas, mais personne ne vous enverra de coordonnées lors du téléchargement. » La voix continua. « Quelqu'un va venir la chercher et ce ne sont pas seulement des chasseurs de primes. Son genre ne disparaît pas à moins que des chiens de garde de haute sécurité ne soient envoyés. » Merrick se laissa aller en arrière, se frotta les yeux, et il était épuisé non pas de courir, mais de se soucier d'avoir choisi de se soucier. Finalement, il découvrit Vin dans la cuisine bouillonnant.